BFM Bourse, on refait la séance. Avec Aude Kersulek, bien sûr, et puis Edwin Faure, directeur de la gestion de Philippe Ottinguet Gestion. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de commencer un petit peu comme hier où on avait une star inattendue, c'était Bouygues. Aujourd'hui, c'est Engie, plus 3,6%, 18,30 €. C'est pas bling bling, ça fait pas rêver, mais il y a du rendement, il y a des bons résultats et un modèle économique qui commence vraiment dans l'environnement actuel à devenir vraiment intéressant pour l'investisseur, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. De manière générale, le secteur est assez se comporte très bien depuis le début de l'année. Les investisseurs cherchent des options d'investissement assez défensifs avec beaucoup de visibilité. Et c'est un secteur qui remplit tout à fait ces critères. Donc, ce n'est pas le seul acteur qui a fait des bonnes publications et qui a une très bonne tendance boursière. Mais la publication confirme, c'est une très bonne publication. Engie, vraiment sur ces trois activités, c'est plutôt des bonnes perspectives. Les chiffres d'affaires sur l'activité infrastructure sont très bonnes, très forte croissance, beaucoup de visibilité sur la distribution du réseau électrique et du gaz en Europe. La partie nucléaire fonctionne très bien, il y a des bonnes perspectives. C'est un des seuls acteurs aussi qui on peut investir dans le nucléaire et avoir cette exposition dans le nucléaire en Europe. Et la partie énergie renouvelable qui peut être un peu en retrait. Et qui a créé quelques incertitudes sur le début de l'année avec les annonces de Trump, puisqu'il y avait un projet d'investissement assez important aux États-Unis. On sent que les dirigeants font un peu temporisent cette activité, puisque vous savez que dans les énergies renouvelables et dans le stockage de batteries, la plupart du sourcing vient de Chine. Donc avec ces histoires de barrières douanières et de frais exceptionnels, ils sont un peu attentéistes. Et le management dit que la demande sur le stockage d'électricité est encore très très bonne aux États-Unis, donc va se poursuivre et va pouvoir réallouer ses investissements dans d'autres géographies mondiales. Donc, très très bonne publication pour le groupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Edwin, mais il y a l'analyse de JP Morgan qui dit que c'est une publication solide, mais surtout la confirmation de prévision pourrait être perçue comme prudente parce qu'elle pourrait même être réajustée à la hausse pendant le courant de l'année. Là, sur le résultat opérationnel courant, la prévision d'Engie, c'est entre 8 et 9 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été prudents ? Oui, tout à fait. Ouais. Malgré les incertitudes, donc, en confirmant dans cet environnement d'incertitude un peu plus fort avec ce qui se passe aux États-Unis, ils ont confirmé la guidance. Ça veut dire que déjà à la base, la guidance était conservatrice. On pense que sur la deuxième partie de l'année, même si les prix de l'électricité ont un peu rebaissé, on pense qu'ils peuvent faire mieux. Par définition, c'est souvent des entreprises qui ont un biais avec les États, donc ils préfèrent ne pas être trop agressifs. Donc oui, il y a des chances que sur la deuxième partie de l'année, on voit une rehausse des objectifs de l'entreprise. Une surprise positive. Ouais. Puis on le rappelle, sacré rendement pour Engie, c'est plus de 7%. C'était 8% même l'année dernière. Rendement, c'est du coupon. Romain Daubry, tiens, justement sur Engie, il y a un truc assez amusant qui est en train de se passer. Depuis un an, la dynamique est haussière. Mais depuis un mois et demi, on a l'impression que le titre vraiment se cogne contre un plafond de verre. Ça fait 2-3 fois que ça arrive. Et là, il y a une nouvelle tentative. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir ? Bien, manifestement, oui. J'avais pêché un peu par prudence hier en vous disant que le niveau de 17,86 était un plafond de verre. Et puis aussi, l'ensemble du secteur des utilities teste la borne haute d'un canal haussier de long terme. On sait que ça peut être débordé, mais ça peut être aussi le moment et le bon timing pour prendre un peu de bénéfice, puisque à chaque fois que le secteur a testé cette borne haute depuis 2020, il a retracé ensuite. Donc, pour l'instant, Engie déborde ce niveau de 17,86 en clôture, avec du volume, alors qu'elle avait calé contre cette résistance. Donc ça ouvre la voie à une progression complémentaire tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, avec des extensions qui peuvent mener dans un premier temps à 19,09 et puis ensuite 20,34. Donc le parcours reste haussier. Ok, on va retenir ça, parce que c'est vrai que c'était une des bonnes surprises de ces derniers jours, avec Bouygues aussi, qui avait étonné à ce niveau. Messieurs, dames, on va passer à Ubisoft, quand même, la plus forte baisse du SBF 120, moins 18,2%, 9,55 €. J'allais dire Ubisoft, on a tout dit. Déception. Qu'est-ce qui reste ? Comment ça peut s'arrêter, cette spirale négative, Edwin Faure ? Il n'y a rien pour le moment. Une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe boursièrement. C'est tellement dommage d'avoir un acteur français qui a un rayonnement mondial et qui a eu des blockbusters incroyables, d'avoir des performances si catastrophiques.
et un management qui a été vraiment très décevant. La pub, elle est mauvaise, les chiffres sont très mauvais. Avant, on pouvait se rassurer en se disant, bon, il y a quand même ces jeux, ces blockbusters. Là, le dernier lancement de Assassin's Creed a été très très bon, un des meilleurs. Je crois que le deuxième meilleur lancement pour eux en 3 mois, ils ont fait des chiffres exceptionnels. Donc il y avait quelques loueurs d'espoir, mais alors là ils ont mis là en joint venture avec Tencent tous leurs blockbusters. C'est vraiment. Mais est-ce que vous la comprenez cette stratégie de mettre effectivement les meilleurs produits finalement dans une structure à part, d'avoir attiré effectivement le chinois Tencent et puis de garder quand même l'ensemble à gérer. C'est une stratégie cohérente ou pas? En vrai, tout ce qu'ils font, c'est incohérent et c'est vraiment négatif pour les actionnaires minoritaires. C'est une catastrophe à chaque fois. Toute la valeur ajoutée, on vient de perdre 25% de la valeur ajoutée de Ubisoft. Donc déjà, ça c'est très mauvais. On ne peut rien faire parce qu'on est minoritaire sur l'action quand vous êtes investisseur. Les chiffres sont mauvais, mais tous les choix des dirigeants pour le moment de la famille Guillemot, pour nous, est vraiment... mais en même temps, ils ont levé quand même beaucoup de capital auprès de Tencent. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que... Mais tout ça, ça part en trésorerie cramée. Oui, parce qu'ils perdent de l'argent. Le free cash flow devrait être meilleur. Alors, ils annoncent... les lueurs d'espoir, c'est une restructuration des équipes, une réduction des coûts, un dernier Assassin's Creed, ce que je disais, un peu meilleur. Donc, il y a quelques lueurs d'espoir, mais à chaque fois, ça déçoit. Donc, le titre, il est divisé par 2, je crois, en 1 an. Il était passé à 80. Bon, il valait 80 €. Ça vaut 9. Donc, et les perspectives dans l'environnement des jeux vidéo est très compliqué. Il faut de plus en plus d'investissements dans cette catégorie. Ils veulent maintenant être sur les jeux vidéo mobiles avec Tencent. Faut faire attention. Ça m'attriste plus qu'autre chose. La perspective de restructuration des équipes, ça pourrait être quoi? Parce que là, par exemple, ceux qui travaillaient sur Assassin's Creed, ils ne savaient même pas qu'ils allaient être transférés dans une autre filiale. Donc en fait, il y a même une certaine incompréhension en interne, en tout cas. En interne, il y a eu plein de déboires en interne. Oui, et c'est pour ça peut créer du mécontentement. C'est quand même des créatifs aussi, donc il peut y avoir bien sûr. Quand les directions... Il y a un jeu français qui a été lancé il n'y a pas très longtemps et qui a un grand succès. Exactement, donc on peut se dire que... je crois qu'ils sont une trentaine. Donc, dans un grenier. Exactement, dans un garage. Mais c'est ça aussi le problème d'Ubisoft, c'est vraiment le drame que vivent les grandes majors du jeu vidéo. Alors que les jeux vidéo mondiaux qui marchent maintenant sont développés avec 3 francs 6 sous et 30 mecs dans un grenier, eux, ils galèrent à alimenter une major qui a besoin de rentrer, qui brûle du cash et qui ne sait plus comment s'en sortir. Et puis on ne parle pas des décalages. Star Wars qui a été catastrophique, alors normalement ça devrait être facile, tout le monde adore Star Wars. Donc non, c'est pas rassurant pour Ubisoft, mais bon. Le Romain d'Aubry. Et peut-être va reprendre le relais, on espère, pour la France. En tout cas, c'est vrai que c'était encourageant. Romain d'Aubry, Bourse Direct, justement, c'est vrai que quand on renonce un petit peu à examiner les fondamentaux, on peut se dire qu'on peut spéculer un petit peu, faire un petit peu et pour ça, la technique a de l'importance. En plus, là, on vient de contrarier une petite dynamique haussière qui était née début avril. Donc, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais exactement, ça fait partie des valeurs sur lesquelles il faut faire le tri. Il y avait effectivement une petite structure de retournement haussière qui s'était mise en place. On était péniblement allé chercher cette cible. Et évidemment, le plongeon du jour dans des volumes qui sont une fois supérieurs à la moyenne et le large gap baissier qu'on a ouvert aujourd'hui et le fait qu'on passe sous 9,95 est évidemment un mauvais signal. Le titre était bloqué entre 9,95 et 14,22 depuis septembre 2024. Et pour l'instant, on préservait ce niveau, on pouvait envisager quelque chose, une reconstruction. Le fait de passer sous la borne basse de cette structure de consolidation, de latéralisation, est un mauvais message. Les cibles graphiques suivantes, elles sont un peu alarmistes, puisque on duplique les ranges quand on les rompt, et si on duplique 9,95 et 14,22 par le bas, ça donne 5,70, la prochaine cible graphique. Donc il faut absolument que Ubisoft réintègre 9,95 très très rapidement, au risque de s'enfoncer.
Merci Romain Daubry. Un petit mot du secteur de la défense pour terminer. Ça a été le secteur en forme du jour avec donc toutes ces perspectives d'investissement qui commencent à se concrétiser du côté allemand, des déclarations très décisives du côté des responsables allemands. On a vu que ça marchait bien du côté de Thales qui a gagné 2,8%, 246,90 €. La star du jour sur le SBF 120, ça reste Exosens qui a gagné 8% à 36,75 €. Il y a une valeur que vous regardez plus particulièrement dans le secteur de la défense ou ça reste un secteur à potentiel selon vous de manière générale? On pense que c'est un secteur à potentiel de manière générale. Aujourd'hui, on a eu les annonces du chancelier allemand qui annonce monter les dépenses de la défense à 5%, donc c'est des annonces assez importantes. Donc j'ai l'impression que toutes les semaines, on nous met des nouvelles annonces d'augmenter les budgets. Mais précisément, à un moment où c'est intéressant, parce que ça faisait quelques semaines qu'on avait une respiration légitime autour du secteur de la défense, mais où on attendait justement la deuxième vague. Là, elle arrive. C'est peut-être le moment où il faut se positionner. Exactement. Il y a aussi, on sent qu'avec l'Ukraine, ça va être encore un peu plus long. Là, ils ont envoyé une délégation en Turquie qui a l'air assez faible, donc, et puis ils s'insultent entre eux. Donc, on pense que ça va durer, donc ça c'est plutôt malheureusement favorable à la défense. Donc voilà, pour le moment, il y a un alignement au niveau des annonces sur la défense de manière générale. On trouve que les titres allemands ont fortement progressé, sont un peu chers, nous, même si c'est là où le gros de l'investissement va être fait en Europe. Donc on est très à l'aise avec Thales, on aime bien Leonardo qui est un peu moins cher. Ouais. Et après, c'est vrai qu'il y a des petits acteurs un peu moins connus, comme Seotronics en Allemagne, qui sont encore bon marché. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs en fait cotés en bourse, donc il y a des effets d'entonnoir de flux massifs. Donc tant qu'il y a des annonces, attention aux valorisations à court terme, puisque vous n'allez pas avoir grand-chose dans les résultats pour 2025-26. Ça va être à partir de 2027. Ça prend du temps. On alloue à qui, dans quel pays, dans quel secteur. Donc ça, voilà, il peut y avoir un peu des déceptions sur les prochaines publications. Mais c'est un secteur qu'il faut avoir en portefeuille. La visibilité est extrêmement forte. Et il va y avoir un ruissellement sur d'autres secteurs industriels, puisque il va falloir doubler, tripler les cadences pour certains constructeurs dans la défense. Edwin Faure, directeur de la gestion de Philippe Ottinguet Gestion. Merci d'avoir été avec nous. Merci Aude, on se retrouve demain.